Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. Suspension des visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires. Une décision de l'administration pénitentiaire qui entre en vigueur à compter de ce 18 janvier. La hausse progressive de la courbe épidémiologique au coronavirus en est la cause. Le Sénégal dépasse la barre des 500 morts depuis l'apparition de la Covid-19 le 2 mars dernier. Pendant ce temps, la courbe des contaminations ne faiblit toujours pas. 218 nouveaux cas sont annoncés ce matin par les services du ministère de la Santé. À suivre dans ce journal, un reportage sur le quotidien des personnes âgées face à la virulence de la deuxième vague. Ces sujets vulnérables vivant le plus souvent dans des ménages surpeuplés espèrent un vaccin efficace pour survivre à la pandémie. Et puis les anciens travailleurs de la SDE réclament 3 milliards 500 millions de francs CFA à la dite entreprise. Ils comptent assiéger le siège de l'entreprise donc pour avoir gain de cause. Élément à suivre également dans ce 20h. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'administration pénitentiaire informe l'opinion publique que les visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter de ce 18 janvier et jusqu'à nouvel ordre. L'objectif de cette mesure est une meilleure protection du milieu carcéral face à la montée de la pandémie. Par ailleurs, l'entrée des plats venant de l'extérieur est toujours valable les week-ends. Cet arrêté du préfet du département de Rufisque qui ordonne également jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du département l'ouverture des marchés du lundi au samedi de 6h à 17h. La fermeture totale des marchés tous les dimanches pour les besoins du nettoiement entre autres. Et puis le Sénégal qui dépasse la barre des 500 décès, 506 pour être plus précis. 10 patients ont perdu la vie hier jeudi sur 2286 tests réalisés. 218 sont revenus positifs, 69 cas contacts et 149 issus de la transmission communautaire. 154 malades déclarés guéris, 34 admis en réanimation. Le quotidien de ces personnes âgées menacées par la montée des cas de contamination à la Covid-19, ces personnes vulnérables vivant dans des ménages surpeuplés le plus souvent, veillent au respect des consignes sanitaires en attendant la campagne de vaccination pour éradiquer la pandémie. C'est un reportage signé Abdoulaye Diop et Yafaraba. Une grande famille dans le quartier populaire de Grand Yoff. Cette dame en activité est consciente de l'exposition des personnes âgées face à la Covid-19. On respecte les mesures barrières, on porte nos masques et on évite les rassemblements. Car on est des personnes âgées et on a d'autres maladies. Dans cette même localité, une autre famille, les personnes du troisième âge demandent aux populations de formuler des prières et de respecter les mesures barrières. Alors, moi je dis à mes enfants de respecter les mesures sanitaires. Je mets un savon pour qu'ils se lavent les mains. Cette maladie vient de Dieu et c'est lui seul qui peut nous sauver. Le président de la République a annoncé un programme de vaccination pour barrer la route à la pandémie. Les avis sont partagés sur la question. Si le vaccin est efficace, on va se faire vacciner. Mais j'aimerais que le président se vaccine en premier pour nous donner l'exemple. C'est une question de choix. Soit on accepte de se faire vacciner, soit non.
Comme les experts de santé ont dit que seul le vaccin peut nous sauver, alors on se vaccine. Selon le rapport de l'ANSD de 2020, 68% des individus vivent dans des logements surpeuplés, des ménages qui constituent une menace pour les personnes du troisième âge. La Covid-19 très présente dans le département de Tivaouane et pour freiner sa propagation, des groupements de femmes, directeurs d'écoles, autorités municipales se sont mobilisés pour sensibiliser les populations. C'est un reportage signé Charanta Diop et Seyla Terre. Le coronavirus continue sa progression à Thiès et Tivaouane. Les associations de femmes, les chefs de village de Mont-Roland se sont mobilisés pour exposer les différentes mesures afin de lutter contre cette maladie. Donc ce sont les 3 activités qu'on va mener au niveau de cette zone en relation avec les groupements féminins de 5 villages. L'ICP qui va mener les sensibilisations. Il y a le village de Tivintangor, Pahamkoui 1, Pahamkoui 2, Palo et Ngikfal. La sensibilisation se fera dans tous les villages. On va surtout centrer notre débat sur les mesures de prévention contre la Covid. On va former les femmes sur la fabrication de savon et de javel pour respecter les mesures d'hygiène. L'infirmier chef de poste de Mont-Roland se dit très inquiet par rapport au Covid qui a effectué un bond remarquable ces derniers jours au niveau du département de Tivaouane. Avec le recul de la deuxième vague, tout le monde a peur parce qu'il a trouvé que la population a baissé les gardes. La population a démystifié cette maladie, alors que cette maladie bel et bien existe. Donc dans cette commune-là, à Mont-Roland, on est en train de se réorganiser, voire pour prendre la sensibilisation partout dans les 18 villages de cette commune, dans les maisons, dans les églises, dans les mosquées, dans les écoles. On est dans notre 10e plan d'action. Mont-Roland est jusqu'ici épargné, mais selon l'infirmier chef de poste, lors de la première vague, la commune avait enregistré 3 cas testés positifs. À Nguerhor, les élèves sont confrontés au manque d'eau. Ces potaches des 14 établissements de la localité ont marché pour se faire entendre. Le maire de la localité accuse la Seine-Eau et la SONES. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les élèves de la commune de Nguerhor déplorent le manque d'eau dans les différents établissements de leur localité. Ils disent avoir du mal à respecter le lavage des mains à l'école. Même pour boire, on doit acheter, même pour effacer les tableaux. Nous sommes confrontés à d'énormes problèmes. On n'a pas assez d'eau. On demande de respecter les mesures barrières et l'eau est fondamentale. Alors qu'au lycée, on ne trouve pas de l'eau. Donc nous ne pouvons pas les respecter. Une situation que déplore le maire de la commune, Pape Songue Diouf, accuse la CENO et la SONES. C'est des gens qui ne respectent pas le peuple sénégalais, c'est des gens qui ne respectent pas la population de Nguerhor, c'est des gens aussi qui se disent que nous sommes des techniciens. Si le président Macky Sall est là, s'il n'est pas là, nous on s'en fout, on est là pour travailler, on est des techniciens. Et puis, l'argent qu'on a dépensé, ils nous disent que c'est des problèmes techniques. On a dépassé notre argent, l'argent de la population, donc ils n'ont qu'à faire un bon travail. En Amérique, si tu fais un mauvais travail, you're out. La semaine dernière aussi, ce sont les femmes de Nguerhor qui sont montées au créneau, car la localité souffre de l'absence d'eau potable. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, 3,5 milliards de francs CFA. C'est la somme que les anciens de la SDE réclament à la dite entreprise. Une somme qui représente le fonds commun de placement. Une pétition est d'ailleurs initiée pour amener l'organisation à restituer cet argent. Il compte assiéger le siège de la SDE. Nous écoutons ce reportage signé là-dessus Fatou Bintou Conté et Ahmadouba. Les anciens travailleurs de la sénégalaise des eaux, la SDE, courent toujours derrière leur passif. D'une valeur de 3,5 milliards de francs CFA constituant le fonds commun de placement, ces agents réclament la restitution de leurs dûs. Ce que nous réclamons, c'est le fonds commun de placement qui avoisine les 3,5 milliards. Et donc détenu illégalement, dont la SDE dit que c'est le promoteur, c'est le propriétaire, alors que la SDE était promoteur, n'était pas le propriétaire. Ce sont les travailleurs, les porteurs de parts qui sont les propriétaires. D'ailleurs, ils ont lancé une pétition où plus de 80% des travailleurs ont signé pour que leur argent leur soit rendu par la SDE. Le 16, nous avons fait une assemblée générale et nous avons déposé les conclusions. Et ils nous ont dit que c'est une minorité qui a parlé. Mais comment faire pour avoir la majorité? Il fallait qu'on lance une pétition au niveau de Seine-Eau. Et la pétition, 80% des 1200 travailleurs
ont répondu massivement et vous avez vu la pétition. Donc ce que nous disons, c'est la véracité. Donc nous réclamons notre dû qui est détenu illégalement par la SDE. Au risque d'assiéger dans les jours à venir le siège, une marche nationale est d'ailleurs prévue dans leur plan d'action, sans oublier le port du brassard rouge. Mais dans un premier temps, nous allons ressaisir la SDE, les autorités de ce pays et surtout le président de la République. Et dans un premier temps, nous allons mettre des brassards rouges et nous allons assiéger, je veux dire bien assiéger la direction générale de la SDE. Ces anciens travailleurs de la SDE sont prêts à tout pour entrer dans l'autre dû, qui selon eux est détenu illégalement par la SDE, la sénégalaise des eaux. Crise à Dakar d'indique également le syndicat unique des travailleurs demande au nouveau directeur général Omar Ben Khattab Silla de payer les salaires coupés dans les plus brefs délais. Le secrétaire général du syndicat, Madiaw Khorbeng, invite par ailleurs les agents concernés à se conformer à la note de service qui exige l'audit du personnel dans son ensemble. Je propose d'écouter des propos recueillis par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Nous demandons à monsieur le directeur de Dakar Demdik, M. Khattab Silla, de payer les travailleurs qui n'ont pas encore reçu le salaire. Par rapport à l'audit, ce qui est important, s'il y a une note de service, nous demandons à chaque fois que les travailleurs doivent respecter la note de service. Par rapport à cette note, moi en tant que secrétaire général, j'avais fait une vidéo pour informer les travailleurs pour qu'ils puissent aller faire l'audit. Maintenant, il faut qu'on discute, collaborer pour les meilleures conditions, les meilleurs lendemains de Dakar Demdik. Celui qui travaille 2 mois doit percevoir son salaire. Donc ce qui est important, nous sommes un syndicat responsable. Donc nous collaborons. Puis la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou a saisi 4,5 kg de chanvre indien la nuit dernière entre le village de Koukong et de Moya-Fara, c'est dans la commune de Kolibantang. Les deux trafiquants à bord d'une moto qui provenait du Foni dans le département de Bignona se rendaient en Guinée-Bissau. Tombés sur les policiers, ils ont jeté leur moto et ont pris la fuite. Une information de notre correspondant sur place, Bakary Conté. Le Sénégal et la Gambie qui s'engagent à vaincre la coupe illicite de bois. Les deux ministres des Affaires étrangères annoncent des actions immédiates et rigoureuses. Tolérance zéro, déclare-t-il. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, avertissent Maître Aïssata Tall Sall et Dr Mamadou Tangara dans une réunion ministérielle bilatérale tenue ce matin. Compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. La coupe illicite de bois demeure une pratique malsaine qui affecte à la fois notre économie et notre environnement. Un phénomène qui prend des proportions inquiétantes qui nécessite une réponse coordonnée. L'exemple de la Gambie et du Sénégal peut être cité. Je vous réaffirme ici l'engagement du gouvernement gambien du président Adama Barrow de travailler main dans la main avec son grand frère et ami, le président Macky Sall. Je le répète très souvent, la Gambie et le Sénégal ont un destin commun. Tout ce qui peut affecter le Sénégal de façon directe nous affectera forcément. Je ne dirais même pas indirectement, mais directement. Donc il est de notre devoir de travailler main dans la main. Et je le répète ici une fois de plus, allons au-delà de la rhétorique que nous constituons une nation avec 2 États. Il faut que nous puissions traduire cela concrètement. Le constat est alarmant. Les coupeurs de bois font preuve d'ingéniosité pour contourner le dispositif mis en place par le service des eaux et forêts. Il est donc urgent, comme je l'ai dit, de leur appliquer la tolérance zéro et de les mettre hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, des conclusions de nos assises reposent en partie l'espoir de nos populations de vivre dans un environnement sain et durable. C'est la raison pour laquelle nous devons agir ensemble et surtout œuvrer en parfaite intelligence pour endiguer définitivement ce problème. Cet esprit constructif ainsi que notre ferme volonté doivent donc nous guider tout au long de nos travaux. Cette réunion ministérielle entre le Sénégal et la Gambie vient après celle de 2018 à Banjul. Cette fois-ci, les attentes sont nombreuses. Les deux ministres sont engagés à renforcer le dispositif de lutte.
Reparlons des effets de la pandémie de la Covid-19, cette fois-ci dans les exploitations agricoles. Les ménages ruraux touchés, les craintes d'une insécurité alimentaire malgré tout sont amoindries par le fonds Force Covid-19 dans le cadre du programme de résilience sociale et économique. C'est du moins l'avis de Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale, qui a sorti un rapport en ce sens. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. On sait que globalement le secteur informel, et malheureusement l'agriculture est considérée comme secteur informel, en tout cas dans le sens le plus large, ont commencé à ajuster la quantité et la qualité de leurs repas. Par exemple, certains même ont réduit les repas qu'ils consommaient. Deuxièmement, comme le Covid est arrivé à un moment où effectivement on préparait la campagne agricole de 2020, et ça a beaucoup impacté sur la préparation et en termes d'accès aux semences, en termes d'accès de semences de qualité. Mais en même temps, la réaction de l'État avec les kits alimentaires aura été une excellente chose pour supporter les exploitations. Surtout que la campagne précédente était mauvaise, donc de 2019. Et donc c'est vraiment ça a sauvé. Pratiquement on a vu que presque ça a permis une disponibilité de 3 mois et 21 jours pour les ménages pour qu'elles puissent souffler. Et aujourd'hui les mesures que l'État a prises doivent être évaluées pour encore mieux ajuster la demande parce que les crises sont récurrentes et malheureusement il faut qu'on arrive à avoir des mécanismes de soutien à cette exploitation familiale et surtout d'accompagnement des ruraux parce que c'est eux qui tiennent l'économie aussi rurale. Parlons de l'affaire Diarisso. Malgré les progrès des méthodes de recherche en France, de nombreuses personnes disparaissent tous les ans et restent introuvables. La disparition de Diarisso, étudiante sénégalaise, suscite beaucoup de commentaires, occasion saisie par Ibou Diouf pour revenir sur la réglementation liée aux disparitions d'individus en France. Sur cette plateforme, le nom de la jeune Sénégalaise est clairement mentionné. Le message de la disparition de Diarisso est lisible et les recherches sont lancées depuis son absence. Une situation qui remet au goût du jour la lancinante question de la gestion des disparitions en France. Depuis quelques années, des citoyens, après un constat des Français, tentent de pallier aux lacunes des autorités face à des familles esselées et abandonnées à leur sort, et cela après la disparition d'un proche. Depuis l'abrogation de la loi sur les recherches dans l'intérêt des familles du 26 avril 2013 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, l'accueil des proches des disparus n'est plus assuré par les services de police et de gendarmerie lorsque la disparition ne présente pas un caractère inquiétant. Les familles se voient alors trop souvent infliger des réponses inadmissibles lorsqu'elles veulent déclarer une disparition en leur indiquant que la liberté d'aller et de venir permet à un adulte de disparaître librement. Beaucoup de plateformes sont créées pour corriger les manquements et aider les familles qui sont dans des situations de détresse. Alors, qu'est-ce que dit la loi en France en cas de disparition? Dans le cas où la personne ne serait pas retrouvée après plus d'un an de recherche, les services de gendarmerie ou de police délivrent sur demande un certificat de vaine recherche à la famille. Cela ne signifie pas pour autant que l'enquête s'arrête. Ce document a pour but de prouver que la personne est portée disparue et servira dans le cadre de la réalisation de nombreuses démarches administratives. Autre situation assez complexe, la personne disparue peut être retrouvée sans que ses proches et parents soient informés. Un aspect à prendre en compte. Lorsque la portée disparue est retrouvée par la police ou la gendarmerie, la famille est avertie. Toutefois, il est possible qu'elle ne souhaite pas renouer avec ses proches. Les autorités compétentes ne pourront pas relever son adresse sans son autorisation. Lorsqu'une constatation de présomption d'absence a été effectuée, la personne disparue pourra demander au juge son annulation. Âgé de 20 ans aujourd'hui, Diarisso est porté disparu depuis le 4 janvier. Une résidence étudiante dans le 13e arrondissement de la capitale française est le dernier lieu connu qu'elle a fréquenté. Quelques notes de musique dans ce 20h avec 10 titres et des hommages rendus respectivement à Youssou N'Dour, Moussik Ndiaye et Mbagnick Diop. L'artiste musicien et Mamadou Lamine Maïga raconte son vécu dans son nouvel album intitulé Expérience. Durant son face-à-face avec la presse, des questions comme l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes, le niveau de production artistique de la nouvelle génération d'artistes se sont invités au débat. Compte rendu signé Ababacar Camara et Mohamed Samb. Un album qui retrace une vie faite d'expériences et d'épreuves
Absent de la scène depuis des années, Mamadou Lamine Maïga refait surface avec cette fois-ci un album Expérience dans lequel des hommages sont rendus à ses amis. Un soir, je me suis rendu à un spectacle de Youssou Ndour au Thiossane. Il y avait du monde. C'est quand il a sorti le titre Dem Dem et Youssou m'avait demandé d'interpréter une de ses chansons. C'était un duo de fou. Nos deux voix étaient en parfaite harmonie. La question de l'émigration irrégulière ne laisse pas indifférent l'artiste. Maïga demande à l'État des solutions idoines face à ce fléau. Sincèrement, il faut que nous vraiment. Je pense qu'il est temps que l'État trouve des solutions au chômage des jeunes pour les encourager à rester chez eux. Par rapport à la production artistique de la nouvelle génération, l'artiste considère que la situation mérite une analyse approfondie. Ce qui nous différencie de la nouvelle génération, c'est que nous n'avions pas le complexe de fréquenter nos anciens et de leur demander de nous mettre sur la bonne voie. Un album de 10 titres, expériences ont vécu, une philosophie forgée par les épreuves de la vie. C'est aussi pour Mamadou Maïga une nouvelle vie fondée sur un passé parsemé d'embûches. De sport à présent, la Linguère de Saint-Louis et la Saillet ont signé une convention de partenariat. Le but est de préparer la reconversion des joueurs, du staff et des membres de la Linguère de Saint-Louis dans l'avenir pour qu'ils puissent participer au développement économique du pays, allié sport et agriculture. Donc désormais, en plus du sportif, du culturel, le social et l'économie occupent une place de choix dans le nouveau schéma institutionnel mis en place. On écoute à ce propos le directeur de la SAED, Aboubakri Sow, et Masek Ouad qui a parlé au nom de la Linguère de Saint-Louis. Un acte fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui essaie de lier un peu le sport, l'éducation même, et donc le développement économique. Je pense que c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle nous, la CNU, nous sommes engagés à côté donc de la Linguère pour les accompagner dans ce développement économique qui est au nouveau créneau en tout cas qu'ils ont voulu explorer et pour pouvoir en tout cas former les jeunes. On puisse bénéficier de l'appui technologique et l'appui technique de la CED pour permettre à nos jeunes de pouvoir réussir leur reconversion ultérieurement. Et aussi à nos, pas uniquement aux sportifs, mais à nos adhérents aussi, de pouvoir aussi bénéficier du savoir et du savoir-faire qui existe au niveau de la SAED pour pouvoir s'impliquer au niveau du développement agricole au niveau de la région. C'est cet élément qui met en terme à ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 13h. En attendant, je vous laisse avec Pape